La Reine des damnés est un film tiré d'un roman d'Anne Rice, dépeignant une histoire d'amour vampirique qui tourne à l'horreur. Aaliyah incarne la reine Akasha. En plus d'être belle, elle est puissante. C'est une déesse parmi les hommes. Elle seule détient la clé de la vie éternelle. La promesse de l'immortalité peut fasciner certains spectateurs. Alan ne pouvait pas s'arrêter. Il a regardé le film au moins 100 fois. Il a fini par croire que c'était bien réel. Pourrait-il commettre une copie meurtrière? Il a dit à la police qu'il avait toujours su qu'il devait tuer quelqu'un pour pouvoir devenir un vampire. Il leur a dit qu'il avait des apparitions de vampires et que Akasha, la reine du film, lui rendait visite. Comparé aux crimes d'Alan, ceux des vampires semblent presque inoffensifs. Quel genre de personne peut manger la cervelle de son meilleur ami? Quel genre de personne peut boire le sang de son meilleur ami et aimer ça? En un sens, il voulait sans doute qu'on le craigne. Il voulait avoir le contrôle. En 2002, à la sortie du film La Reine des damnés, les admirateurs de la série de romans à succès Les Chroniques des vampires se précipitent dans les salles de cinéma. Je trouvais que La Reine des damnés était une excellente suite à Entretien avec un vampire. Les romans d'Anne Rice étaient très populaires, mais les films n'ont pas eu un très grand succès critique. Le film met en vedette Stuart Townsend dans le rôle de Lestat, un vampire qui se lasse du monde et décide de dormir pendant 200 ans. Lestat veut être une vedette rock, et c'est la musique rock qui le réveille. Plus tard, quand sa musique devient de plus en plus populaire, elle parvient jusque dans la crypte de la reine Akasha, un très puissant vampire. Et c'est à ce moment-là que tout devient infernal. Le film ne connaît pas un grand succès au box-office. Et la carrière de sa vedette féminine Aaliyah, qui incarne la reine Akasha, sera de très courte durée. Aaliyah est morte 6 mois avant la sortie du film dans un accident d'avion. On savait tous qu'elle chantait bien et on a découvert qu'elle aurait pu aussi avoir une très belle carrière au cinéma. Dans le film, le personnage qu'incarne Leah est capable de dominer tous les vampires et tous les êtres humains. Must kill someone. I knew I had to kill somebody to become a vampire. Voilà que dans la réalité, elle domine Alan Menzies, un jeune homme de 22 ans. Alan a grandi à Fold House, dans le West Lothian, en Écosse. À l'âge de 14 ans, il n'a aucun ami et se fait continuellement intimider à l'école. Alan a eu une enfance très malheureuse. Il se faisait intimider, personne ne le protégeait et il avait du mal à s'adapter. Il présentait beaucoup de traits de caractère d'un enfant qui semblait avoir des difficultés d'adaptation. Alan est de plus en plus déconnecté du monde et passe le plus clair de son temps à regarder des films et à jouer à des jeux vidéo. Il y a des gens qui sont très influencés par les films, les jeux et les vidéos. Dans la société, certains individus sont sans doute plus susceptibles que d'autres à être influencés par des sujets extrêmes. Le jeune homme fragile devient de moins en moins sensible à la violence et développe une fascination pour des sujets morbides. Il est devenu obsédé par des choses très sombres, comme les tueurs en série et les nazis. Il avait une véritable fixation. Ces choses occupaient une grande place dans ses pensées. Malheureusement, ces individus fascinaient Alan parce qu'ils avaient du pouvoir
et pouvait contrôler la vie des gens. Se sentant rejeté de la société, Alan veut désespérément avoir du pouvoir, mais ses camarades de classe continuent de le rabaisser. Il n'avait rien en commun avec son entourage. Il était vraiment différent. Quand on est différent, on n'a pas d'amis et on devient une cible facile. Alan est devenu le bouc émissaire de toute la classe. Alan devient même suicidaire et un jour, il montre à un camarade de classe une corde avec un nœud du pendu. Quand il a apporté la corde à l'école, à mon avis, il voulait faire savoir aux autres, à ses camarades et à ses professeurs, qu'il était malheureux à cause d'eux. Puis Alan commence à changer. Il décide de se défendre. Quand une personne sent qu'elle s'est fait humilier ou rabaisser en public, elle peut entretenir des idées de vengeance, passer à l'acte et vouloir faire du mal aux autres. Alan décide qu'il est important pour lui de se faire respecter de ses camarades. Il continuait de se faire intimider à l'école. Puis, un jour, il a commencé à aller à l'école avec un couteau. Un de ses persécuteurs va bientôt payer pour ses actions. Quand l'intimidateur l'a approché pour la Xème fois, Alan a répliqué, mais pas avec ses poings, ni en paroles. Il l'a poignardé. En un sens, il voulait sans doute qu'on le craigne. Il voulait avoir le contrôle. Évidemment, il y a eu un changement. Ils ont arrêté de l'intimider. Il était devenu l'élève qui avait poignardé quelqu'un. Alan a enfin le pouvoir et le contrôle qu'il désirait, mais pas pour longtemps. Après l'attaque au couteau, son intimidateur survit et Alan est arrêté pour son crime. Devant le juge, il a invoqué la légitime défense. Alan est-il simplement le fruit de son environnement? Quand on se fait intimider tous les jours, on trouve sans doute qu'il est parfaitement légitime de ressentir une telle rage, une telle haine, et de vouloir se venger. Le juge condamne Alan à 3 ans de détention juvénile. Quand il est libéré, il est loin d'avoir changé. Ces 3 ans de détention n'ont rien donné parce qu'on ne l'a pas soigné. On l'a seulement éloigné de la société. Pour bien des gens, la prison, c'est une expérience horrible. C'est peut-être pour ça qu'après sa libération, Alan était encore plus renfermé et isolé sur le plan social qu'il l'était avant sa détention. La vie d'Alan change énormément quand il retourne à l'école après sa détention. Il a fait la connaissance de Thomas McKendrick, un adolescent qui lui ressemblait beaucoup. Leur relation leur apportait du réconfort et un certain bien-être, parce qu'ils étaient tous les deux des mésadaptés sur le plan social. Les adolescents de 17 ans sont comme les 2 doigts de la main. Le passé trouble d'Alan ne semble pas inquiéter Thomas, et ils deviennent les meilleurs amis du monde. Un soir, Thomas fait découvrir à Alan un film qui va changer sa vie à tout jamais. I mean, we've been doing this for what, like 2 hours now? Let's do something else. Watch a movie. Hey, I brought this one along. You might actually like it. You want to try it out? Sure. All right. Il a montré à Alan le film La Reine des damnés.
Alan a tout de suite fait une fixation sur le film. Alan ne peut lâcher l'écran des yeux. Il est fasciné par un personnage en particulier. I really like her. So Akasha? Yeah, she's a good singer too, man. La vedette du film, Aaliyah, qui incarnait un vampire, était très belle. Et en plus, elle était extrêmement puissante. Elle avait un pouvoir de vie et de mort sur les autres. You want to watch it again? Right now? Yeah. Why not, man? Let's do it. Alan demande à Thomas de lui prêter le film et il le regarde jusqu'à 3 fois par jour. En l'espace de quelques mois, Alan regarde le film plus de 100 fois. Il est fasciné par le pouvoir exercé par la reine des damnés. Il connaissait toutes les répliques, peut-être même mieux que les acteurs. Ce film est devenu toute sa vie. Personne ne peut se douter à quel point la reine des damnés est importante aux yeux d'Alan. Alan a commencé à avoir des hallucinations. Il croyait voir le personnage interprété par Aaliyah. Il l'entendait. Elle lui parlait. Elle lui donnait des ordres. Alan croit qu'en obéissant aux ordres de la reine, il deviendra un vampire puissant qui sera adulé de tous. Alan a de plus en plus soif de sang et il va bientôt sortir les crocs. Dans La Reine des damnés, le personnage de Kasha est le vampire assoiffé de sang de la série de romans d'Anne Rice, Les Chroniques des vampires. Elle a le pouvoir de rendre immortels tous les êtres humains. Aaliyah incarne la reine Kasha. Et en plus d'être belle, elle est puissante. C'est une déesse parmi les hommes. Elle seule détient la clé de la vie éternelle. Après avoir regardé le film à répétition, Alan Menzies croit que sa reine a besoin d'un roi. Il était évident qu'il craquait pour elle, qu'il la désirait. À l'adolescence, l'amour est plus fort que tout. Alan va bientôt poser des gestes haineux pour accomplir son destin tordu. Alan a 18 ans quand ses parents commencent à se rendre compte que quelque chose ne tourne pas rond chez lui. Alan, stop it! Alan! Ils l'entendaient souvent crier, ou ils entendaient des bouts de film qu'ils regardaient à répétition dans sa chambre. Ils ont commencé à s'inquiéter pour sa santé mentale et aussi pour son avenir. What's going on up there? You hear him? He's locked in. He won't let me in. He's really getting worse. We need to get him out and try to talk to him. Okay. How? Ces accès de rage inexplicables font extrêmement peur à ses parents. Et les choses empirent avec le temps. Alan, what's the deal with you staying in your room all day watching vampire movies? Vampires are real, you know. In the first place, that's not what we're talking about. They are. Well, that's a lot of crap. You would never believe it. Mom would believe me, right, Mom? Alan a vraiment essayé de convaincre sa mère et son père que les vampires existent. You can look it up. There's books. You can look it up online. I read once that in Transylvania, there's multiple excavation sites where they found real vampires. Il a dit à ses parents, « Je veux être un vampire. » What do you mean you want to be one? You want to drink blood? You guys would never get it. Son obsession devient de plus en plus incontrôlable. Alan! 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 Get in here!
Why would you grab this? Il avait apporté un foie de bœuf. It's not yours. That has my name on it. Do not touch it. Il voulait le manger. Et il voulait que ses parents sachent qu'il voulait manger un foie de bœuf. Il était tellement habité par le film qu'il perdait contact avec la réalité. Une nuit, dans son sommeil, Alan se fait inviter à se joindre à la confrérie des vampires. Il a vraiment commencé à voir Aaliyah dans sa chambre. Alan, it is time. Time for you to become a vampire. Elle lui promet l'éternité et tous les pouvoirs d'un vampire. La reine des damnés lui propose un marché. S'il voulait devenir un vampire et pouvoir vivre éternellement, il devait tuer quelqu'un pour prouver qu'il le méritait. You must kill someone. Alan ne se fait pas prier. Pour lui, c'était très clair. S'il voulait devenir un vampire, s'il voulait être uni à jamais à la femme de ses rêves, Aaliyah, il fallait qu'il tue. Alan est convaincu qu'il ne lui reste qu'une chose à faire pour être uni au personnage incarné par Aaliyah. Il voulait vraiment devenir un vampire. Il n'avait pas d'autre choix. C'est tout ce qui l'intéressait. Il fallait qu'il trouve une victime. Alan ne sait pas qui sera sa victime, mais il sent qu'il doit agir vite. Quand les gens s'isolent et qu'ils se coupent complètement du reste du monde, ils sont portés à avoir des perceptions fausses et à déformer la réalité. La seule personne capable de ramener Alan à la réalité est sans doute son ami Thomas. Again? Come on. You don't want to do something else for once, man? Come on. Come on, Thomas. Let's just watch it. Le 11 décembre 2002, Thomas McKendrick, l'ami d'Alan, lui rend visite. Alan, seriously, you're not tired of this yet? Quand Thomas est arrivé, Alan voulait regarder La Reine des damnés. I'm just saying, we've seen it like 100 times by now. Let's do something else for once. Thomas ne partage plus la fascination d'Alan pour le film. Evening, just once or something. C'est Thomas qui avait fait découvrir le film à Alan. Mais il était loin d'être aussi fasciné qu'Alan. Didn't ever think maybe we should do something else? McKendrick lui a dit que le film n'était vraiment pas très bon, qu'il n'avait plus aucune importance, que leur amitié devait prendre une nouvelle direction et qu'il ne pouvait pas rester coincé à regarder ce film sans arrêt. Thomas a fait des remarques sarcastiques au sujet du film. Il s'est moqué du film. Why are you so obsessed with this? This is stupid vampire. Thomas, stop! Il s'est mis à rire du personnage incarné par Aaliyah. Akasha, queen of the vampires. Get out. Get out. Are you serious? Get out. Les remarques sarcastiques font exploser Alan. McKendrick y pensait peut-être depuis un certain temps, mais il n'avait pas le courage de parler. Quoi qu'il en soit, Alan Menzies n'a pas apprécié. Il a très mal réagi. Leave. Whatever. You're crazy. Get a drink. Les perceptions d'Alan étaient déformées au point où il croyait vraiment que le personnage interprété par Aaliyah était bien réel, qu'elle l'appelait, qu'elle lui ordonnait de faire des choses. Et il l'a défendu. Alan dit à Thomas qu'il ne veut plus jamais le voir. Et son vœu va se réaliser. Après la dispute,
Thomas a disparu pendant des semaines. Alan ne savait pas ce qui lui était arrivé. Personne ne savait ce qui était arrivé à Thomas. Thomas a-t-il été le baptême du feu d'Alan pour entrer dans le monde des vampires? Ou a-t-il choisi une autre victime? Le film La Reine des damnés n'obtient pas le même succès critique qu'Entretien avec un vampire, mais Alan Menzies est tellement fasciné qu'il le regarde en boucle. Il a regardé le film au moins 100 fois. Il a fini par croire que c'était bien réel. Après s'être disputé avec Alan au sujet du film, Thomas McKendrick n'est jamais rentré chez lui. Une dispute avec son meilleur ami, c'est assez sérieux. Il était peut-être parti, il avait peut-être quitté la ville, mais il n'est pas rentré chez lui. En fait, personne ne savait où était Thomas. Ou peut-être y a-t-il autre chose derrière la soudaine disparition de Thomas? Thomas était-il une victime d'Alan? Était-il le sacrifice dont Alan avait besoin pour être introduit dans le monde des vampires? On ne le sait pas. Comme Thomas ne donne pas signe de vie, ses parents commencent à s'inquiéter et appellent la police. C'était tout à fait normal que ses parents s'inquiètent. Ils ne savaient pas où était leur fils. Ils s'attendaient à ce qu'il rentre à la maison après avoir vu Alan. Mais il n'est pas rentré. Les parents de Thomas disent à la police que c'est chez Alan qu'il a été vu pour la dernière fois. Thomas avait très peu d'amis. En fait, Alan était son seul ami et il était la dernière personne à l'avoir vu. Il était logique que la police commence son enquête en allant lui parler. En arrivant chez Alan, les policiers n'ont pas l'impression qu'il a quelque chose à cacher. Hi there, Mr. Alan Menzies? Yeah. Hey there, sir. We're here to ask you a few questions about your friend Thomas. Okay. His parents contacted us. This is the last place that he had been seen. Okay. Yeah. When did you see him last? A couple days ago. Can you tell us where he might have gone after he left here? No, I haven't talked to him, so we got actually in an argument, so. An argument, huh? You got in an argument? Yeah. Can you tell us about that, or? We just watched a movie and got in a fight, and he left. So. Something heated? No, nothing like that. Quand Alan a parlé aux policiers, il leur a dit qu'il s'était disputé avec Thomas, qu'il s'était engueulé et que son ami était parti. Il ne savait pas ce qui était arrivé à Thomas. And there's no place you can think that he might have gone. No, I can't think of anything. Les policiers l'ont cru. Ça leur semblait très crédible à ce moment-là. Well, if you hear of anything, give us a call. Here's our card. Okay. Comme Thomas n'est pas disparu depuis longtemps, ils espèrent qu'il va bientôt revenir. Thomas n'avait pas d'ennemis. Personne n'avait de raison de croire qu'il aurait pu lui arriver quelque chose d'horrible, et sûrement pas qu'il aurait pu se faire tuer. La police classe l'affaire comme une disparition et demande à Alan d'ouvrir l'œil. Pourtant, peu après son entretien avec les policiers, le comportement d'Alan change du tout au tout. Alan? Why didn't you answer me? What are you doing in here all day? What? Why are you coming in here? Because I'm worried about you. I don't want you coming in here, please. What's that? It looks like blood. Alan a vite répondu qu'il s'était coupé
et que les taches de sang sur le plancher, c'était son sang. Et son père a cru son histoire. Yeah. You want me to close the door? Yes. L'histoire d'Alan semble tout à fait normale. Mais quelques jours plus tard, Alan croise la mère de Thomas McKendrick dans un magasin et lui dit quelque chose d'extrêmement douteux. Miss McKendrick. Un des aspects les plus bizarres et troublants du comportement d'Alan Menzies est apparu pendant que Thomas était toujours disparu. Menzies a croisé la mère de Thomas à l'épicerie et il lui a demandé si elle connaissait un produit efficace pour enlever les taches de sang. La mère de Thomas ne veut pas penser que le meilleur ami de son fils puisse avoir joué un rôle dans sa disparition, mais elle trouve sa question très troublante. À mon avis, après avoir entendu ça, le signal d'alarme s'est déclenché. Il était le dernier à avoir vu Thomas et il voulait savoir comment nettoyer du sang. Sans la moindre hésitation, la mère de Thomas raconte l'incident à la police. Mis au courant de cette étrange histoire, les enquêteurs commencent à croire qu'Alan pourrait avoir quelque chose à cacher. La police a commencé à sérieusement soupçonner Alan, d'autant plus qu'il avait des antécédents. Plus jeune, il avait poignardé un camarade de classe. Les policiers ont commencé à soupçonner Alan à cause de ses antécédents. Les enquêteurs retournent chez Alan pour le questionner de nouveau. Alan leur a dit qu'il n'avait pas parlé à Thomas depuis qu'ils s'étaient disputés. Les enquêteurs avaient l'impression qu'il leur cachait quelque chose. Des recherches dans le bois entourant la maison d'Alan viennent renforcer leurs soupçons. Ils ont ratissé la propriété et ils ont fini par trouver un t-shirt et un pantalon couverts de sang. Ils ont fait analyser les taches de sang sur les vêtements. Quand ils reçoivent les résultats des analyses d'ADN, les enquêteurs comprennent que leur pire crainte concernant Thomas pourrait être confirmée. Les analyses effectuées sur les vêtements ont révélé qu'il s'agissait du sang de Thomas. Les policiers les avaient trouvés chez Alan. À partir de là, pour les enquêteurs, Alan est devenu le principal suspect. L'enquête portant sur la disparition de Thomas vient de se transformer en enquête portant sur un homicide. Mais il y a un problème de taille. Les policiers n'ont pas trouvé de corps. Ils n'arrivaient pas à trouver Thomas. Ils avaient ses vêtements qui étaient tachés de sang, mais pas son corps. Il est difficile d'accuser un suspect de meurtre si on n'a pas trouvé le corps de la victime. Malgré les éléments de preuve s'accumulant contre lui, Alan ne passe toujours pas aux aveux. Alan continuait de nier avoir joué le moindre rôle dans la disparition de Thomas. Même si les policiers avaient trouvé les vêtements de Thomas couverts du sang de Thomas, Alan niait toujours. Parfois, les gestes sont plus éloquents que les paroles. Le lendemain du jour où les policiers ont trouvé des vêtements tachés de sang chez lui, Alan fait une surdose et se retrouve à l'hôpital. Avait-il voulu se suicider? On ne le sait pas, mais c'est étrange. C'est une drôle de coïncidence. Quand il apprend qu'on va le questionner au sujet des vêtements couverts de sang de son meilleur ami, dès le lendemain, il fait une surdose. Même très affaibli, Alan n'avoue toujours pas avoir commis un crime. Mais il ne pourra plus le nier longtemps. Il tentait presque d'effacer de sa mémoire ce qui s'était passé et d'oublier que les policiers allaient bientôt frapper à sa porte.
Puis, 5 semaines après la disparition de Thomas, l'enquête cesse enfin de piétiner. Près de chez Allen, une équipe de recherche fait une découverte consternante. Tout près de chez Allen, ils ont découvert une tombe peu profonde dans laquelle il y avait un corps. C'était le corps d'un jeune homme qui correspondait à la description de Thomas. La décomposition rend difficile l'identification des restes, mais les analyses confirment ce que tout le monde craignait. Il s'agit bel et bien de Thomas. Le pathologiste a déterminé que Thomas avait été poignardé à plus de 40 reprises. Son meurtrier s'était acharné. En plus, il avait reçu de nombreux coups très violents à la tête. La police ne se pose plus qu'une seule question. Pourquoi a-t-il été tué? Pour quelle raison quelqu'un aurait-il pu vouloir tuer Thomas? Ayant accumulé assez d'éléments de preuve contre Allen Menzies, la police l'arrête pour le meurtre de son ami Thomas McKendrick. Cette fois en détention, Allen sait qu'il ne pourra pas s'en sortir et il commence à changer sa version des faits. Must kill someone. Peu de temps après son arrestation, Menzies a raconté aux enquêteurs qu'il avait des visions de vampires, que le personnage d'Akasha lui rendait visite et qu'il était convaincu d'être devenu un vampire immortel parce qu'il avait tué une victime. I knew I had to kill somebody to become a vampire. Dans le film La Reine des damnés, le personnage qu'incarne Leah a le pouvoir de rendre immortels tous les êtres humains. C'est l'un des personnages les plus puissants des chroniques des vampires d'Anne Rice. Allen Menzies est convaincu que le pouvoir de Kasha s'étend au-delà des limites de l'écran. Les gens aiment regarder des films parce qu'ils leur permettent de s'évader de la réalité. Mais Allen n'était pas normal. Pour lui, le personnage de Leah n'était pas fictif. Il était bien réel. Et il croyait pouvoir vivre son fantasme avec elle dans la réalité. Allen Menzies vient de raconter aux enquêteurs une histoire d'horreur encore plus terrifiante que celle du film. I knew I had to kill somebody to become a vampire. Il a raconté aux enquêteurs qu'il avait des visions de vampires, que le personnage d'Akasha lui rendait visite et qu'il était convaincu d'être devenu un vampire immortel parce qu'il avait tué une victime. Les enquêteurs sont sidérés par les étranges aveux de Allen. Dans ce service de police, c'était sans doute la première fois qu'ils entendaient une histoire aussi étrange. Une histoire horrifiante, capable de leur glacer le sang. Après les aveux d'Allen, les enquêteurs savent enfin ce qui est arrivé à Thomas. Mais ils se demandent pourquoi Allen aurait voulu tuer son meilleur ami. Heureusement pour eux, Allen ne leur cache aucun détail en leur racontant ce qui s'est passé le 11 décembre 2002. Thomas s'est rendu chez Allen, qui a insisté pour regarder son film. Seriously? Again? Il a tellement insisté pour le regarder que Thomas a fini par accepter. Mais il s'est moqué du film en le regardant. Akasha, Queen of the Vampires. Ses sarcasmes ont énervé Allen. Et il a explosé quand Thomas lui a dit « Tu crois vraiment que les vampires existent? » Get out. Whatever. C'était le seul ami d'Allen. Et c'était l'ami qui lui avait fait découvrir ce film. Ce soir-là, cet ami s'est tourné contre lui et s'est mis à ridiculiser le film. Et surtout Leah, qu'Allen idolâtrait. C'était trop dur pour Allen.
Il a halluciné qu'Alia lui apparaissait et qu'elle n'en revenait pas que lui, Alan, laisse Thomas dire des choses aussi affreuses la concernant le film et les vampires. Alan, it is time. Time for you to become a vampire. Alan a pris un couteau dans la cuisine et il a foncé sur Thomas. Il l'a poignardé à maintes et maintes reprises. Il a retrouvé le comportement impulsif et extrêmement violent qu'il avait eu quand il avait poignardé son intimidateur à l'école, plusieurs années auparavant. Alan poignarde son ami au visage, aux épaules et au cou. Et pourtant, Thomas n'est pas mortellement blessé. Thomas a tenté de s'enfuir en montant l'escalier. Alan l'a suivi. Il n'allait pas laisser sa victime lui échapper. Thomas essaie de se réfugier dans la chambre de son ami, mais sans succès. Alan a pris un marteau et il s'est mis à frapper son meilleur ami à la tête. Encore. Et encore. Et encore. Tout ça pendant qu'il continuait d'entendre Alia lui ordonner de tuer. Thomas devait mourir. Il avait près de 40 plaies par arme blanche. La mort de son ami avait une grande signification émotionnelle pour Alan. C'est pour ça qu'il l'a poignardé autant de fois. Alan raconte qu'après le meurtre, la reine des damnés était heureuse qu'il l'ait commis. Alan a dit que Thomas s'était moqué de sa belle, de son amoureuse, c'est-à-dire Alia, et de son personnage, la reine des damnés. C'est pour ça, pour cette raison, qu'il s'était donné le droit de tuer son ami. Il semble que Thomas ait simplement passé la mauvaise remarque au mauvais moment. Nul doute que les enquêteurs n'avaient jamais entendu des aveux comme ceux-là au cours de leur carrière dans la police. C'était une histoire extrêmement bizarre. Pourtant, il y avait encore bien pire. Alan arrive à peine à la fin de ses aveux que les enquêteurs apprennent de nouveaux détails horrifiants. L'aspect le plus abominable du meurtre était qu'après la mort de son ami, Menzies a mis le corps de McKendrick sur le côté. Il lui a fait une incision au cou et il a fait couler du sang dans une tasse. Ce sang parviendra-t-il à assouvir sa soif de sang ou devra-t-il mutiler de nouveau? C'était son meilleur ami, mais avant tout, c'était un être humain. À force de regarder le film de vampire La Reine des damnés, Arlen Menzies croit qu'il doit tuer son meilleur ami. Comparé aux détails sordides des aveux d'Alan, le film fait penser à un conte pour enfants. Personne n'avait détecté à quel point Alan avait l'esprit détraqué, à quel point il était obsédé par le film La Reine des damnés, ni jusqu'où il était prêt à aller pour être uni au personnage incarné par Alia.
Alan raconte aux enquêteurs que peu après avoir infligé le coup fatal, il avait commencé à se transformer en vampire. Alan venait de tuer son meilleur ami, mais ça ne lui suffisait pas. Il a tourné le corps de Thomas sur le côté, il lui a tranché la gorge, il a fait couler le sang et il l'a bu, devenant ainsi le vampire qu'il avait toujours voulu être. En fin de compte, Alan boit 2 tasses du sang de Thomas. Mais l'horreur ne s'arrête pas là. Il a pris des tissus et de la cervelle à l'intérieur du crâne de McKendrick qu'il a aussi mangé. Dans son esprit, pour devenir un vampire, sous les ordres du personnage de Aaliyah, il devait manger la cervelle de son meilleur ami. Et c'est ce qu'il a fait. Après son rituel macabre, Alan se rend compte qu'il doit se débarrasser du corps de Thomas. Il a réussi à transporter le corps de McKendrick dans une brouette et il est allé l'enterrer dans le bois, dans une tombe peu profonde. Alan rentre chez lui et nettoie les taches de sang dans sa chambre pour que ses parents ne lui posent pas de questions. Sauf qu'il reste quelques taches. Quel genre de personne peut manger la cervelle de son meilleur ami? Quel genre de personne peut boire le sang de son meilleur ami et aimer cela sans ressentir le moindre remords, la moindre culpabilité et croyant pouvoir devenir un vampire? C'est incroyable. Les aveux d'Alan mènent à sa condamnation. Alan a dit une chose que je trouve assez révélatrice pendant qu'on l'emmenait au palais de justice. On va peut-être me coller 20 ou 25 ans, mais j'ai eu son âme. À son procès, Alan plaide non coupable pour cause d'aliénation mentale. Les gens se sont posé beaucoup de questions à son procès, à savoir s'il était vraiment malade ou s'il cherchait simplement à échapper à la justice. Il soutenait qu'il ne pouvait pas être tenu légalement responsable de la mort de Thomas. Pendant le procès, Alan a fait beaucoup de choses pour que les gens le croient fou. Il écrivait des lettres à sa famille et il signait Vamp. Dans ses lettres, il écrivait qu'il allait tuer encore. Malheureusement pour lui, rien n'a pu convaincre les jurés. Pour eux, il n'était qu'un sociopathe. Le jury l'a reconnu coupable de meurtre parce que selon les jurés, il pouvait différencier le bien du mal. Il est condamné à la prison à vie. Sa peine sera de courte durée puisqu'au bout d'1 an, Alan se suicide dans sa cellule. N'oublions pas que si Alan était vraiment convaincu qu'il était un vampire, il ne se serait jamais suicidé. Parce que les vampires sont immortels. Ils ne peuvent pas mourir. Il semble que les vampires n'existent que dans la fiction. À mon avis, même s'il n'avait jamais vu ce film, Alan aurait tout de même fini par tuer. Il serait quand même devenu un meurtrier parce qu'il était comme ça. Il portait ça en lui. Il aurait trouvé un autre film sur lequel rejeter le blâme. Il aurait trouvé autre chose. En définitive, à mon sens, il était un tueur et il aurait fini par tuer.